Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 17 de ce Tour de France. Alors, je précise que je fais cette présentation, il est 9h38, nous sommes le 19 juillet, c'est-à-dire que l'étape du lendemain de journée de repos n'est toujours pas partie. Je fais aussi l'enregistrement en fenêtre fermée. Il y a la canicule certes, mais c'est surtout en fait que le soleil crame la webcam et comme j'enregistre tôt, pour des raisons de canicule, là, c'est pas l'idéal. Étape qui va pas être facile, étape très courte, cette étape 17, étape qui pourrait permettre des renversements au niveau du classement général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire votre trio de favoris et puis votre grosse cote. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de cette étape. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Surtout si vous rajoutez toutes les notifications. Ça, c'est ce que j'appelle communément le Saint Graal. Étape très courte de cette étape numéro 17 avec beaucoup de montées, peu de temps de repos. Les 80 derniers kilomètres sont un enfer. On va enchaîner vraiment toutes les difficultés importantes dans les 80 derniers kilomètres. Des montées peut-être un peu plus régulières que la veille, mais quand même, ça reste les Pyrénées. Et puis, on a quand même du classique, Péragude, le col d'Aspin, notamment la montée de Val-Louron, qui est maintenant devenu quand même plutôt un classique du Tour de France. Donc, c'est vraiment une étape qui va faire mal, une étape où on pourra avoir de la bagarre qui part de très loin et beaucoup d'animation et des retournements de situation. Au niveau du classement général, il va y avoir des dégâts, il va y avoir des mecs qui vont se faire avoir sur cette étape, qui vont prendre cher. Surtout qu'on a quand même une deuxième semaine très exigeante, qu'il y a eu la chaleur également, qu'il y a eu une première semaine très rapide, ce qui fait qu'on a un niveau de fatigue là très important, et forcément qui dit niveau de fatigue, ni niveau de récupération compliqué. Étape qui va faire des difficultés et qui va être difficile à gérer et qui va être importante. Pourtant, on pourrait dire peu de dénivelé positif. 3352 mètres de dénivelé positif, oui, mais il y a du pourcentage. Et surtout, le dénivelé positif est au bon endroit. Donc autant vous dire que ça va faire mal. On regarde tout de suite le profil de cette étape. 131 km entre Saint-Gaudens et Péragude. Un classique des Pyrénées. Là, on révise nos gammes sur cette étape. Et avec une journée qui va faire mal. Les 50 premiers kilomètres seront sur le plat, mais ça sera quand même du faux plat montant, on sera légèrement en prise. On passera notamment au sprint intermédiaire au kilomètre 33 à la Barthe de Nest. Et puis ensuite, on arrive assez vite, au bout d'1h10, 1h15, peut-être moins de course à Haro, peut-être moins si l'échappée met du temps à partir. Et on attaque par la première montée du jour, le col d'Aspin, 12 km à 6,5% de moyenne, le col d'Aspin, vous voyez. C'est crescendo, quasiment, à part entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, il y a 7%, mais c'est de plus en plus dur au fur et à mesure des kilomètres, avec un passage compliqué à 8,5 entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8, mais j'ai envie de dire que les 6 derniers kilomètres, on est au-delà des 7%, quasiment tout le temps, sauf dans le dernier kilomètre, on a 6,8. Donc c'est compliqué, c'est pas forcément la montée la plus dure des Pyrénées, mais ça reste quand même compliqué de faire une belle montée régulière, remettre la machine en route, inverser les rapports après 50 km de course qui ont peut-être été rapides sur le grand plateau. Voilà, il faudra démarrer cette montée. Et puis, je pense que les équipiers seront déjà mis à contribution à 80 km de l'arrivée. On poursuit. Là, vous voyez, donc on est à Haro, c'est vraiment le début des choses compliquées. Et ensuite, on va enchaîner. On redescend vers Payolle. Toutes les descentes seront compliquées en passant. Aujourd'hui, il n'y a pas de descente facile. Et le col d'Aspin, c'est 12 km. Le record, c'est Sébastien Reichenbach en 29,48. Caruso a fait 30,09. Sepulveda 30,11. Georges Bennett 30,20. Fabrice Jean Debose, grimpeur qui est passé chez Europcar 30,28. Patrick Conrad 30,48. Du côté des meilleurs temps. Aux alentours de 350 watts, entre 350 380 watts, pour ceux qui aiment les watts, même si moi je dis il faut toujours se méfier au niveau des watts. Cette montée en moyenne chez les professionnels, c'est 20 minutes, 40 minutes 30.
sur cette montée du col d'Aspin. J'avais oublié le segment Strava pour l'étape d'hier. C'est une erreur de ma part, c'est la canicule. J'ai enregistré en plein après-midi, c'était pas une bonne idée. On redescend donc vers Payolle, le kilomètre 71, et à Payolle, on attaque assez vite la Hourquette d'Ancizan par Sarat de l'Artigou. Donc Sarat de l'Artigou, 4 km 3,6,9 de moyenne, et puis ensuite la Hourquette d'Ancizan, 8 km 6 à 5% de moyenne. Côte de deuxième catégorie, au kilomètre 81,5, c'est-à-dire à 50 km de l'arrivée. La Hourquette d'Ancizan, vous voyez, c'est deux montées en fait. Donc vous avez la première montée qui s'arrête après 4 km de course, enfin de difficulté. On aura des pentes entre 6, 7, 8%. Ensuite, on a un replat pendant 2 km. Et puis la montée finale qui dure 2 km et demi. Avec surtout un passage compliqué entre le km 7 et le km 8 à 8%. Donc vous voyez, c'est irrégulier, mais c'est surtout que là, on considère que la montée fait 8 km. Pour moi, la montée fait plutôt 10 si on prend vraiment tout Sarat de l'Artigou, plus sa Hourquette d'Ancizan, plus moi, ça fait plus 10 que 8,6 km. Donc 80 km de l'arrivée pour la Hourquette d'Ancizan. La Hourquette d'Ancizan, la moyenne de montée, c'est 26,49 du côté des professionnels. Sur ces 8 km 19, le record pour les pros, le record total même, c'est 21 minutes 20. 21 minutes 19 même précisément. Le record c'est Yael Joalan. Mais sinon on a Sam Watson, le cours de la Groupama qui avait fait en 23 km/h 21,20. Tobias Johannesson également 21 minutes 20. On a également Anders Johannesson qui avait fait 21 minutes 21 à 23 km/h. Et puis surtout Louis Barret, le français qui est chez Nantes, Nantes Atlantique, je sais plus comment. Nantes Atlantique, on va réussir dans le bon sens. 23 km/h, lui il avait fait à 326 watts en 21 minutes 21. Le record c'est à 21 km, 23 km/h après. On voit que c'est une montée compliquée, donc c'est aux alentours de 320 watts à peu près pour cette montée qui a quand même 406 mètres de dénivelé positif. On redescend pour les deux montées les plus difficiles peut-être de la journée. On redescend après la Hourquette, on aura un petit temps de vallée, une quinzaine de kilomètres, avec notamment la traversée de Saint-Lary-Soulan. Et puis on aura le col de Val-Louron-Azé, 8 km 5 à 7,7 de moyenne, côte de première catégorie. Kilomètre 109, c'est-à-dire on sera à 20 km de l'arrivée du côté du sommet de ce col de Val-Louron-Azé. C'est là où on aura les plus forts pourcentages, avec 10%, notamment entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, et également à la fin de montée qui est un véritable mur. Sinon, auparavant, il y aura des passages à 8%, 8,6%. C'est court, mais difficile, le col de Val-Louron-Azé. Court par rapport à l'Alpe d'Huez. Mais on a des beaux pourcentages. Il y a de quoi faire au col de Val-Louron. Si on veut lancer la course, c'est faisable. Et encore une fois, sommet à 20 km de l'arrivée. Donc, c'est intéressant. Parmi les records dans cette montée, c'est Sébastien Reichenbach en 30 minutes 53 à 21 de moyenne, juste devant Caruso. C'était 350 watts pour Caruso sur la montée. Tendam avait fait 30,55. Romain Bardet avait fait 31 minutes 17. Paul Ourselin avait fait 32 minutes 30. Donc vous voyez que c'est vraiment une montée compliquée pour les coureurs, avec donc une moyenne chez les professionnels à 39 minutes 56. Et puis, descente, là encore, je dirais 3-4 km de plat, notamment la petite bosse dans Loup-d'Envieille. Et puis on arrive à Péragude, kilomètre 131, 8,1 km de montée, 7,2% côte de première catégorie, Péragude. C'est dur, Péragude, c'est surtout assez régulier. Là encore, il y a parfois des passages très difficiles. Dans Péragude, il y a il y a un passage un peu plus plat entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, mais il n'y a pas vraiment de passage très facile par cette zone-là. Là encore, c'est 8 km, mais ça va être un effort difficile, Péragude. Vous voyez, c'est 25 minutes de montée. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Oui, mais avec le pourcentage, ça va pas être facile. Et 30 minutes de moyenne chez les professionnels. Le record de Péragude est détenu par Matteo Jorgensen sur Strava. 25 minutes 10 à 347 watts de moyenne. Pierre Roland avait fait 25,52. Geniez 26,06.
Jorgensen, c'était à 18 de moyenne. Hein. Et tous les autres ont été en dessous de 18 km/h. Donc c'est pour dire également la difficulté de cette montée, parce que sur 7 km, dans la version Strava, 7 km 550, on a 564 de dénivelé positif. Donc c'est pas facile. On a fait toute l'étape, donc vous voyez, étape qui sera pas facile, et faire attention encore une fois avec les descentes, surtout la descente du Val d'Ouron qui est très technique. Aujourd'hui, du côté de l'histoire de ce Tour de France, on va encore parler du Tour 2012 pour la deuxième fois d'affilée, mais cette fois-ci on va parler de l'étape numéro 17. On part de Bagnères de Luchon, qui a permis la veille à Thomas Voeckler de signer sa plus belle victoire pour rejoindre Peyragudes. Vous vous souvenez de Thomas Voeckler seul, qui célèbre dans le dernier kilomètre avec Ramayad, pour ceux qui s'en souviennent, dans la voiture derrière, qui n'en avait absolument rien à branler, et avec cette ambiance de feu du côté de Peyragudes, avec les commentaires de Thierry Adam à l'époque. Au programme, 4000 mètres de dénivelé positif sur seulement 143 km de course. C'est la dernière occasion pour les grimpeurs de faire la différence sur ce Tour de France, et il va falloir prendre de l'avance parce que Wiggins, qui est en tête pour le moment du maillot jaune, eh bien c'est quand même un excellent rouleur de contre-la-montre. On aura aussi une grande bagarre pour le maillot à pois entre Frédéric Kessiakoff, le Suédois, qui est en tête depuis très longtemps, et Thomas Voeckler, qui a récupéré le maillot à pois la veille et qui a seulement 4 points d'avance sur le Suédois. On retrouve le col de Manté en première catégorie. Alors Jean-René Godard dit Mantes. Pour moi, c'était col de Manté, mais peut-être que je me trompe. Dites-le moi dans les commentaires. Col des Arès, deuxième catégorie. Côte de Burs, troisième catégorie, mais surtout le port de Balès en hors catégorie. La montée vers Peyragudes, première catégorie. Donc Wiggins toujours en tête du général. On peut pas dire qu'en 2012, les Pyrénées aient donné un énorme spectacle pour la bagarre pour le général sur les deux premières étapes, notamment à cause du pic de... Non, pas le pic de Nord, de l'étape de la première étape dans les Pyrénées, où il y a eu les fameux clous qui ont été mis sur la route. Thomas Voeckler a un seul objectif aujourd'hui, c'est le maillot à pois. Il décide donc de suivre pendant toute la journée la route Kessiakoff. Et ce qui fait que comme Kessiakoff attaque, un groupe va se former assez vite. Suite à cette attaque, on retrouve notamment Denis Menchov de la Katusha, Juan José Cobo Acebo, Alejandro Valverde, Pierre Rolland et Thomas Voeckler, Chris Horner de la Radio Shack, Christian Sorensen de la Saxo Bank, et derrière la Sky Control pour Wiggins. La journée va être difficile, il faudra faire attention dans les descentes qui sont techniques. On est dans les Pyrénées et surtout le brouillard très présent. Le temps est très nuageux sur cette étape. Dans le col de Manté, dans le dernier kilomètre, Kessiakoff anticipe, mais Voeckler, bien aidé par Pierre Rolland, le bat sur la ligne du classement de la montagne. La descente est dangereuse. Pourquoi dangereuse? Parce qu'Ocaña, en 71, avait abandonné le maillot jaune lors de cette étape. Il était tombé très violemment dans cette descente. Il faut savoir qu'Ocaña, alors dans les années 70, on avait Poulidor en France. Il y avait également Ocaña, qui était très apprécié des Français. Ocaña a eu un nombre de chutes, mais incalculable dans sa carrière. Et il a perdu un nombre de courses sur chute. C'est assez extraordinaire à ce niveau-là. Et donc en 71, Ocaña a une belle avance sur le Tour de France sur Eddy Merckx. Mais il va perdre le maillot jaune sur une chute. Et il le fera plusieurs fois le coup de la chute. Et Ocaña qui a eu une fin de vie compliquée, qui est mort assez jeune, Ocaña, dans les coureurs des années 60-70, il est mort je crois en 90, Ocaña, dans les années 90, pas une fin de vie facile. Voilà. Le brouillard n'aide pas pour les coureurs. Alors 6 coureurs reviennent sur Voeckler et Kessiakoff. On a Alejandro Valverde, Rui Costa de la Movistar. Nous avons Sandy Cazard de la FDJ, Egoy Martinez de la Euskadi, la Euskadi et Jean-Christophe Perrault d'AG2R. Pendant ce temps, Nibali, le troisième du général, se retrouve avec eux, mais il est quand même beaucoup trop dangereux pour le général. Et après une discussion avec Rui Costa, il décide de se relever pour que l'échappée puisse prendre de l'avance, parce que sinon ça allait être compliqué. Dans le col d'Arès, c'est encore Voeckler qui passe devant Kessiakoff. L'écart entre les deux coureurs est désormais de 8 points pour le classement de la montagne. Devant, un groupe de poursuivants rejoint le groupe Voeckler dans la descente de ce col. Il est constitué de Lorenz Stendam de la Rabobank, Johnny Hoogerland de la Vacances Soleil, Bel Kadri d'AG2R, Alessandro Vinokourov d'Astana, Gorka Izagirre, Roré Azana,
d'Auchkatal, Peter Winning de Orca Gwinech, Ruben Plaza de la Movistar, Levi Leipheimer d'Omega et Simone Stortoni de la Lamprey. On s'aperçoit que du côté de la Movistar, on a coché cette étape et qu'on a mis beaucoup de monde à l'avant. Pendant la chasse dans ce groupe de devant, eh bien, nous avons perdu Chris Anker Sorensen, le Danois, qui est tombé. Il s'est blessé en voulant retirer un morceau de journal, vous savez, lors des étapes quand il fait pas très beau. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, on mettait souvent un petit morceau de journal pour éponger la sueur, voilà, pour absorber l'humidité, pour éviter d'attraper froid en bas de la descente. Et en fait, ce bout de journal va tomber de son maillot et il va se coincer dans sa roue avant, et en tentant de le décoincer, ça va être une catastrophe pour Chris Anker Sorensen. Il va finir l'étape, ça sera le courageux de la journée, mais on lui posera de nombreux points de suture. Ils sont désormais 17 à l'avant de la course. Dans la Côte de Burs, Vauclair gagne encore face à Kessiakov, c'est un peu le fil rouge de cette journée. Comme quoi, déjà, des fois, il n'y a pas seulement la bagarre du maillot jaune qui peut être intéressante, la bagarre pour le maillot à pois aussi. Et puis au pied du port de Balès, l'avance face au peloton est très faible. Tout le jour, 2 minutes 30, on ne laisse pas d'avance. Pourquoi ? Parce que c'est la Liquigas en fait, de Nibali qui a décidé de rouler. Nibali a vraiment envie de remporter cette étape. Au début de la montée, Gorka Izagirre, Roré Azzana plus Biel Kadri, 6 ans en tête de la course. Derrière, un groupe de poursuivants se forme avec Rui Costa, Valverde, Goy Martinez, Levi Leipheimer. Le groupe perd Azzana. Et à 8 km 500 du sommet de cette difficulté, les poursuivants reprennent les 2 hommes de tête. Ensuite, Rui Costa décide d'accélérer. Dans le peloton de la Liquigas continue de rouler. On pourrait croire à une stratégie de la Movistar moderne. Ça de rouler, et puis il se passe toujours rien. Quelques minutes après, Valverde part du groupe de poursuivants à son tour pour rejoindre son coéquipier portugais. Donc c'était une attaque décidée à l'avance un petit peu, de partir en écloueur pour Costa pour aider Valverde. Et puis à 35 km de l'arrivée, Rui Costa lâche et Valverde se retrouve seul pour une sacrée aventure quand même. Il passe en tête au port de Balès. Derrière, le peloton passe avec 2 minutes de retard seulement. 35 km, 2 minutes normalement, avantage pour le peloton. Pour le maillot à pois, c'est fait pour Thomas Vauclair. Et dans Peyragudes, Zubeldia lâche et il n'est pas attendu par Clauden, son équipier, chez Radoshock, malgré le fait que l'Allemand est une crevaison quasiment au même moment. On peut dire qu'il y a une sacrée ambiance chez les Américains. À 10 km 5 de l'arrivée, Valverde a 2 minutes 20 d'avance sur le peloton. Nous attendons toujours l'attaque de Nibali. Viendra-t-elle ? Ne viendra-t-elle pas ? Eh bien, elle ne viendra pas, cette attaque de Nibali. Derrière, c'est la Lotto qui accélère pour Jürgen Vandenbroek. Evans qui va craquer suite à cette accélération. Autant Evans avait réussi à tenir à peu près la cadence dans les Alpes, autant dans les Pyrénées, ça sera vraiment très compliqué pour l'Australien qui ne pourra pas défendre son titre. On retrouve 8 coureurs avec le Belge de la Lotto: Wiggins, Froome, Nibali, Vandenbroek, Pinot, Roland, Horner et Van Garderen. L'écart se réduit et passe sous la minute pour Valverde. On a de nombreuses attaques et Froome décide de partir seul en laissant son leader en difficulté. Après plusieurs appels dans l'oreillette, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette séquence avec Froome qu'on engueule un petit peu dans l'oreillette et qui se retourne et est obligé de freiner pour attendre Wiggins. C'est à partir de ce moment-là même où Froome aura les clés pour le Tour 2013, parce que suite au fait qu'il ait un peu laissé sa chance pour cette victoire d'étape, on lui donnera pleinement sa chance pour le Tour d'après. Valverde, 32 ans, s'impose avec 19 secondes d'avance sur le duo de la Sky. Si Froome n'avait pas attendu, Froome aurait certainement gagné cette étape. Magnifique performance des Français. Pinot est 4e et Pierre Roland, malgré son travail en début d'étape, est 5e. Et cette victoire, ça signe le grand retour de Valverde après sa suspension pour dopage en 2010, suite à l'affaire Puerto. Et pour le maillot jaune, la victoire semble acquise pour Wiggins dans le top 10. Zubeldia perd de place, Pierre Roland devient 8e et Pinot reste 10e. Vauclair est sûr d'avoir le maillot à pois à Paris, parce qu'il faut quand même se rappeler que quand Valverde revient en 2012, alors déjà, il n'est pas en odeur foncièrement de sainteté à ce moment-là. Et puis surtout, Valverde, il va avoir du mal à revenir. Vraiment, les résultats vont pas être incroyables sur cette année 2012, mais cette victoire va un petit peu sauver sa situation chez Movistar. Personnalité, célébrité. Dans le cyclisme à Saint-Gaudens, on a Émilien Benoît Bergès, qui a été courant entre 2005 et 2009, notamment chez Agré-Tubel, vainqueur d'une étape du Tour de Grande-Bretagne en 2008, mais qui a arrêté assez jeune. Alors je ne sais pas pour quelle raison. Et puis Pavel Sivakov, le franco-russe,
mais qui désormais court pour la nationalité française, mais qui n'est pas sur ce Tour de France, mais qui a fait un sacré travail pour Carapaz lors du Tour d'Italie. Autre personnalité, nous avons William Servat, grand joueur de l'équipe de France, maintenant entraîneur des avants de cette même équipe de France. Elie Baup, entraîneur notamment de Bordeaux, de Toulouse aussi, je crois. Enfin, il est passé par de nombreux clubs. Elie Baup, pendant un moment, c'est un petit peu l'entraîneur qu'on prenait quand on était en grande difficulté à mi-saison et qu'on virait son entraîneur. C'est un petit peu le spécialiste des situations désespérées, Elie Baup. Et puis on passe dans le village d'Albert Londres. Alors Albert Londres, bien entendu, grand journaliste connu pour Le Prix. Albert Londres qui récompense les bons reportages. Et puis surtout, Albert Londres, il a énormément travaillé sur le Tour de France. Il a énormément fait sur la manière de raconter le Tour de France de manière un petit peu épisodique, de créer un feuilleton autour du Tour de France. C'est un peu lui qui a inventé ça. Du côté de la météo, le temps sera nuageux, très lourd, 24 à 27 degrés, donc on va perdre bien 10 degrés, voire même presque 15 degrés pendant l'étape. Le ressenti pourrait monter à 31, donc il fera quand même encore un petit peu chaud, mais ça sera beaucoup plus supportable pour les coureurs. Et puis en altitude, on aura 21-23 degrés avec un ressenti aux alentours de 26 degrés. Du côté du vent, il viendra du nord, vent entre 10 et 40 km/h, il sera plutôt de dos dans la journée, mais il sera de côté jusqu'au sprint intermédiaire. Et à Peyragudes, dans la première partie de montée, il sera plutôt de côté, et puis sur la fin, il sera vraiment de dos, je dirais sur les 4-5 derniers kilomètres. Sur la deuxième partie de montée à Peyragudes, il sera vraiment de dos. Du côté de la stratégie, soit une grosse échappée, mais il faudra des équipiers avant le col, et au moins, je dirais 10 minutes à 80 km de l'arrivée. Donc après 50 km de course, ça me semble difficile à obtenir. Moi, je vois plutôt une grosse bagarre entre leaders pour le gagne général, pour tenter de renverser la situation. Bien entendu, parmi les pronostics, je mets Tadej Pogacar, je mets Romain Bardet. Il a toujours bien aimé les Pyrénées, puis avec des températures un peu moins chaudes, ça ira peut-être mieux pour Romain Bardet. Je mets Geraint Thomas, pourquoi pas, du côté de la Sky. On a du monde en plus à Sky, on est en supériorité numérique par rapport aux adversaires. C'est vrai que là, on a 8 coureurs. Et puis en grosse cote, je mets Quintana. Quintana, voilà, il aime aussi ses montées. En plus, avec peut-être un peu moins de pourcentage. C'est vrai que 8,5, c'est des pourcentages qu'il aime bien. Quintana, il aime pas forcément énormément quand il y a 15, 16%. Là, c'est peut-être un peu plus raisonnable et un peu mieux pour lui. Du côté des horaires, départ réel à 13h25. Haro, donc à 80 km de l'arrivée, le pied du col d'Aspin entre 14h50 et 15h. Payolle, le pied de la Hourquette entre 15h20 et 15h34. Saint-Lary-Soulan, le pied du Val-Laurent d'Azé entre 15h58 et 16h18. Et puis l'arrivée de l'étape entre 16h50 et 17h14. J'espère que vous avez aimé cette étape. Si vous avez aimé surtout si vous avez aimé cette vidéo plutôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve ce soir pour le débrief de l'étape. Dans un état, je ne sais pas dans lequel je serai, et puis demain pour la présentation de l'étape numéro 18, dernière étape dans les Pyrénées, Pau-Hautacam, là aussi un grand classique. Allez, à la prochaine sur la Méric Production. Ciao, ciao.